Bonjour à tous. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre un petit peu tout à l'heure, mais nous avons trois quarts d'heure disponibles pour parler de lumière, d'éclairage, d'innovation dans le domaine de l'éclairage, de partager des expériences, de travailler, de discuter sur des hypothèses variées. Pour ceci, nous sommes deux aujourd'hui, moi-même, Marc Fontoinon et Matthew Cobham d'ERCO. Donc, nous allons un petit peu nous présenter et puis ensuite, nous allons dérouler quelques présentations et susciter, je l'espère, des débats avec vous. J'imagine que vous êtes soit des conservateurs, des professionnels des musées, peut-être des gens dans le domaine de l'éclairage aussi. À voir, vous vous présenterez, bien sûr. En introduction, moi-même, j'ai une carrière plutôt universitaire. J'ai dirigé des labos dans l'éclairage en France, au Danemark, un peu en Suisse aussi. Et là, je reviens de 10 ans d'animation à Copenhague d'une équipe de recherche. Ma spécialité, c'est tout ce qui est qualité perçue de la lumière. Et donc, j'ai travaillé sur une vingtaine de musées en Europe dans ma carrière. J'ai monté à Lyon le Cluster Lumière. C'est un regroupement de 170 entreprises. Et nous avons un bâtiment, la Cité de la Lumière, qui est tout neuf, qui a été inauguré l'année dernière. Et nous faisons des événements divers. Et donc, la muséo est un des sujets que nous traitons, que nous souhaitons traiter. Et nous avons monté quelques masterclass sur le sujet. Voilà, juste pour introduction, on rentrera dans le détail tout à l'heure. À mes côtés, Matthew Cobham, je te laisse te présenter. Bonjour, Mathieu Cobham. À la base, je suis britannique, mais j'habite à Lyon. J'ai double nationalité maintenant depuis quelques années. J'ai travaillé en fait dans le monde éclairage depuis près de 25 ans maintenant. En fait, je pense que c'est à peu près 20 ans que je connais Marc. En fait, quand je démarrais à Lyon en 2003, en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là. J'ai également travaillé en Asie, basé à Singapour, pendant pas mal de temps, et dans d'autres pays européens, pour plusieurs fabricants bien connus en Angleterre, en Angleterre et aussi en France. Maintenant, je m'en occupe depuis 4 ans, bientôt 4 ans, de tout le business musée et aussi galerie chez ERCO. Et comme je dis à tout le monde, mon rôle, c'est essayer de faire la liaison entre l'innovation et le marché. En fait, et mon rôle, c'est de vraiment écouter, vous écouter en fait, pour comprendre quels sont vos besoins. Et mon specialty, si vous voulez, dans ce domaine, quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est tout ce qui concerne la préservation, toute cette discussion par rapport à l'expérience muséale et la préservation des œuvres. Voilà, petit résumé. Voilà. Merci Mathieu. Donc, je vous propose d'enchaîner avec deux présentations pour déclencher un peu des réactions de votre part. Bon, éclairer, moi qui ai travaillé toute ma carrière dans l'éclairage, je dirais que le musée, c'est un des sujets que je préfère parce que c'est un sujet où il y a des compromis à faire. On est vraiment challengé. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, on veut montrer le mieux possible les œuvres, c'est-à-dire on veut les montrer un certain nombre d'heures par an, hein, c'est l'objectif. Donc, avec un certain niveau d'éclairement, parce que s'il n'y a pas assez de lumière, on ne voit pas bien les détails. Et puis, on veut un spectre de couleurs qui est adapté aux œuvres. Donc, on a quand même un cahier des charges que vous connaissez bien, que vous pratiquez, qui est d'ailleurs, entre autres, développé par l'ICOM. Et je crois que tu n'as pas dit, Mathieu, mais tu es aussi acteur au niveau de l'ICOM, hein, l'Institut Council of Museum. Et puis en face de l'éclairage, nous on doit aussi préserver. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets en éclairage dans le tertiaire, comme ça, où la préservation n'est absolument pas à l'ordre du jour. Alors que pour vous, c'est fondamental. Donc ça veut dire, bon, on va éclairer combien de temps. Donc la durée, on a d'un côté les heures pour les visiteurs, mais aussi l'œuvre. Et il ne faut peut-être pas non plus l'éclairer pendant trop de temps. Le niveau d'éclairement, cette fois-ci, il ne faut pas qu'il soit trop élevé parce qu'on risque d'avoir de la dégradation, alors qu'il faut suffisamment élevé pour les visiteurs. Et on a ce souci de dégradation qui est lié à tout objet. Tout objet va se dégrader plus ou moins vite. Et donc, ça veut dire que dans votre métier, dans notre métier, on doit, à chaque fois qu'on a des œuvres d'art, se poser la question de où est-ce qu'on se place dans le temps, qu'est-ce qui est acceptable comme dose,
comme dégradation. Et montrer des œuvres, la plupart du temps, c'est accélérer la dégradation par rapport à la stocker dans un frigo dans le noir. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut absolument connaître. Et donc, l'ICOM indique par exemple des kiloluxeurs hein, comme quantité annuelle acceptable. Et puis sur les spectres, eh bien, des spectres avec, bien sûr, pas d'infrarouge si possible, pas d'ultraviolet, pas de photons trop puissants. Donc ça, c'est quand même des choses qui, heureusement, avec les sources qui arrivent, nous permettent d'avancer. Hein, les sources LED, notamment, nous permettent de faire des progrès considérables. Et puis, on a bien sûr, troisième point, c'est pas qu'un optimum, il y a le coût. Et vous êtes acteur de ces musées. Et donc, on cherche des maintenances relativement simples, bien sûr. On cherche à baisser les consommations, donc bien sûr réduire les consommations, avoir une efficacité énergétique élevée. Et puis le pilotage qui vient avec, ben, peut-être qu'on peut peut-être éteindre à un certain moment, baisser la lumière, je ne sais pas. Donc je pense que Mathieu nous parlera d'un certain nombre de propositions sur ce sujet. Et alors, comment ça évolue? Ben, vous l'avez remarqué, si vous êtes vous-même dans le domaine de l'éclairage ou si vous pratiquez, bon, on a des lampes qui consomment moins, ça c'est sûr. On a des lampes en courant continu aussi qui arrivent, qui permettent peut-être de déporter les transformateurs, ce qui est assez intéressant. Vous avez vu sur le salon qu'il y a une offre assez significative de petites sources. Donc les sources diminuent en taille, permettent de faire un travail beaucoup plus précis. Des petits cadreurs aussi, ce que j'appelle wall wash, hein, vous connaissez, on peut éclairer aussi des murs entiers avec maintenant des lampes beaucoup plus discrètes, quasi invisibles. Donc ça contribue à cacher l'éclairage, ce qui n'est pas négligeable hein, dans les musées. On ne cherche pas trop à voir trop le matériel. Sur les teintes, bien la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire varier bien sûr les températures de couleur, hein, c'est City. Et puis on peut aussi, on le verra tout à l'heure, ajuster des couleurs selon les tableaux, selon le vieillissement, pour compenser certaines pertes de pigmentation, de vieillissement. Et puis pour les puissances, on peut soit régler globalement, soit éventuellement, même sur certains tableaux, créer quelque chose. Et là, je pense que Mathieu nous en parlera de l'offre de pilotage local. Donc, c'est sûr qu'au niveau des musées, on a des puissances électriques qui peuvent varier considérablement si on travaille globalement sur l'espace, si on travaille que sur les tableaux. Donc, on peut avoir facilement des rapports de 1 à 4, 1 à 5 dans les puissances consommées pour les tableaux, et bien sûr des effets très différents. Donc ça, c'est la muséographie, et ça dépend bien sûr de ce que vous faites. Mais en matière d'éclairage, on est à votre service, si vous êtes professionnel, mais ce n'est pas neutre en matière de coût de consommation derrière, d'entretien, donc il faut intégrer tout ceci. Donc j'aimerais introduire juste des manips que nous faisons à Lyon par rapport au tableau, à la muséographie. Dans la nouvelle Cité de la Lumière, qui a ouvert ses portes l'année dernière, on a fait tout un espace, on a des lieux d'exposition, de travail, et on a 4 labos, en fait, dont je vais vous présenter certains labos, un travail sur les revêtements, les brillances, les vernis, la caractérisation, ça c'est pour pouvoir simuler par ordinateur, entre autres, la réalité de surface et de matériaux. On a une grande salle pour travailler à l'échelle 1 sur des réalisations, mais aussi en réalité virtuelle et en immersion. Donc ça, c'est du temporaire lors d'événements. Et on a surtout quelque chose que je voulais discuter avec vous, ce sont un laboratoire de couleurs. Nous avons 2 salles côte à côte avec 42 canaux de LED. Donc, c'est 42 canaux de LED qui ont été sélectionnés pour couvrir tout le spectre, pour explorer certains types de LED, le rôle de certains types de lumière sur des pigments. Alors, on est sur de l'aménagement intérieur, de la peinture, tout un ensemble d'applications. C'est la plus grande salle européenne pour faire ce genre de choses. J'avais fait une petite salle comme ça quand j'étais au CNRS avant. Et c'est extrêmement intéressant de comparer. L'idée, c'est de comparer. On met le même objet à gauche et à droite, et puis on se promène, on avance là-dessus. Donc ça, c'était mon ancien dispositif que j'avais fait quand j'étais en France jusqu'à 2011. Et on travaillait avec des objets divers, et on testait, on invitait des gens, des panels d'observateurs, d'ajuster la couleur. Et le vrai sujet, c'était la fidélité contre l'attractivité. On a, dans notre culture muséographique, l'idée de dire la lumière de référence est la lumière du jour et un tableau doit éclairer en lumière du jour.
Par contre, des lampes qui éclairaient à 6000 degrés Kelvin, 6500 Kelvin, pourraient créer des ambiances de musée particulièrement froides, dures, et on avait privilégié jusqu'à présent l'halogène, par exemple, des petits spots plus chaleureux, qui s'éloignent vraiment de la lumière du jour. Et maintenant, grâce au LED, on a la capacité d'ajuster quelque chose qui est entre ces lampes tungstène jaune et la lumière du jour, mais quelque chose qui est peut-être plus percutant par rapport au tableau. Et la CIE, la Commission internationale de l'éclairage, travaille sur la relation entre ces spectres et puis la fidélité. Donc, il y a des labos de recherche dans le monde entier qui comparent des rendus de couleurs d'objets en interrogeant des gens. Je fais un exemple idiot, c'est la banane. Cette banane, est-ce que ça vous paraît fidèle? Est-ce qu'elle vous paraît belle? Et effectivement, la fidélité et l'attractivité, c'est pas la même chose. Et donc, le vrai sujet qu'on a en muséographie, c'est est-ce qu'on doit éclairer pour être fidèle? Qu'est-ce que c'est d'être fidèle, notamment pour un tableau qui a vieilli? Et qu'est-ce que c'est que d'être attractif? Ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons dans ce nouveau centre à Lyon, sur des tas d'applications où on recherche un meilleur spectre, mais c'est tout. C'est en architecture intérieure, en muséographie, en aménagement d'avions, de trains, etc. À chaque fois qu'on a des matériaux, on se pose la question de quelle est la meilleure couleur, quelle est la meilleure atmosphère. Ça peut être une salle de bain pour un visage, votre visage, etc. Alors, j'avais travaillé il y a quelques années, entre autres, sur une lampe que j'avais développée avec la société Sclair, et donc pour la Joconde, et on a fait un grand nombre de tests. J'avais été avec l'architecte Lorenzo Picaras, on avait fait la salle des États, et j'avais mis à l'époque, en 2002, la petite lampe en haut avec 7 LED refroidis, avec un système de mélange de LED et de cadreurs intégrés avec des fibres optiques. Et on a relancé ça en 2013 avec une lampe à 32 LED cette fois-ci, beaucoup plus sophistiquée, et avec un panel de pilotage qui permet au conservateur d'ajuster sur une tablette graphique les teintes, de se déplacer en température de couleur, mais aussi de se déplacer un peu dans le gamut pour aller compenser le verdissement du vert, même s'il est extra blanc, compenser l'effet du fluorescence, de la fluorescence au-dessus, et aussi, ça c'est l'œil du spécialiste, d'ajuster selon le rendu de la partie arrière de la Joconde ou des choses comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été tout à fait intéressant, sur lequel nous allons travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre qui est absolument gigantesque en matière de spectre, de LED. Donc, on a un peu tout ce qu'on veut. Et donc, notre idée, c'est de dire, eh bien, cherchons des mélanges, hein, comme le ferait un cuisinier, et puis travaillons l'échelle 1, c'est-à-dire travaillons ensemble dans une salle et ajustons, et voilà. Ça, c'est le principe de base. Donc, le Light Color Lab, la muséographie est une des applications que nous avons développées. Donc, il était construit à Lyon, le voici à gauche. Et on a commencé des masterclass dans le domaine de la muséo. Donc, on en a organisé en décembre sur le thème des compensations, un peu des vieillissements de tapisseries notamment. Donc, on avait Alice Bernadac de la Cité de la Tapisserie d'Aubusson qui était avec nous. On avait des nombres d'experts d'Angelux Lighting, de Sclair Lighting, de Optics for Life. Et on a fait tout un ensemble de tests dans la salle, dans la Color Room, pour jouer avec ces spectres et voir un petit peu ce qui se passait. Donc, il y avait notamment des tapisseries, comme vous voyez ici, qui avaient fortement vieilli. Et de voir que dans cette tapisserie, il est assez difficile de les restaurer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si on ne peut pas les restaurer, est-ce qu'on peut au moins améliorer un petit peu le rendu dans ces musées? Donc, on a travaillé avec toute une équipe de conservateurs pour vraiment échanger. Et c'est extrêmement intéressant de jouer avec la lumière et de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, on a présenté des reproductions diverses. On a aussi des reproductions de tableaux avant restauration, après restauration, pour voir si le tableau avant restauration, on ne pouvait pas que la lumière allait un petit peu en direction du tableau restauré. Donc des exercices tout à fait passionnants que nous avons conduits en groupe. Donc je précise que ce sont des exercices qui sont très intéressants à faire en groupe, entre professionnels de l'éclairage, conservateurs, tous les experts que vous voulez. C'est tout à fait sympa. Ça, c'est par exemple c'est une tapisserie particulièrement dégradée et qui avait été fournie par la Cité internationale d'Aubusson. Et donc, en fait, en testant tout un ensemble là, c'était de petits projecteurs multi-chips avec des LED, on a trouvé
des mélanges à 4 à 5 LED environ, qui vraiment fournissaient la meilleure impression. On avait vraiment l'impression qu'on pouvait récupérer certaines teintes, c'est des vieux jaunes complètement qui avaient passé, redonner un petit peu d'énergie à ces objets complètement dégradés. Donc ça, l'idée, c'est que peut-être dans certains musées, on peut imaginer que certaines œuvres majeures mais très dégradées pourraient mériter peut-être un éclairage qu'on ajuste un petit peu, mais il faut l'ajuster soi-même. Voilà. Donc ça c'était juste pour vous dire mon intervention pour lancer un peu le débat. Pour cette masterclass, une présentation YouTube est disponible, un rapport écrit est aussi disponible si ça vous intéresse. Je vous invite à contacter Malika Karkash à Cluster Lumière. Voilà, donc ça c'est juste pour introduire un peu le sujet. Je pense Erco vous montrera un certain nombre de réalisations et de choses comme ça. Est-ce que déjà, de votre côté, cette idée de dire peut-être que la restauration, ça coûte cher, on ne peut pas tout restaurer. Est-ce que la piste peut-être d'ajuster un peu la lumière pour compenser peut-être le vieillissement, est-ce que ça vous paraît une piste qui n'est pas raisonnable parce que vous préférez travailler avec une source de lumière sur un musée complet, etc. Ou ça vous paraît dans certains cas envisageable? C'est un peu ça ma question, si vous voulez. Est-ce que certains ont des points de vue là-dessus? Ça m'intéresserait peut-être d'avoir votre point de vue, votre vécu. Est-ce que c'est possible peut-être si quelqu'un va intervenir? Si vous voulez, c'est un atelier, on pourrait échanger. Hein. Bon, vous voulez, plus tard dans la séance. Oui, un petit mot. Fredinus, je travaille au musée du Quai Branly depuis peu, enfin depuis un an, un peu plus d'un an. Moi, je suis chargé de suivi de la maintenance. Donc, effectivement, la première chose que je vous dirais, c'est effectivement quelque chose d'uniforme. Enfin, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Néanmoins, effectivement, ça peut peut-être être posé comme question pour des ambiances particulières, des œuvres particulières, d'avoir à ce moment-là quelque chose de particulier, effectivement. Donc, oui, ça se tient. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous très dernier temps pour votre cas, les tissus, surtout des peaux, des cuirs, même le bois pour certains, oui, qui peut être dégradé, mais c'est surtout sur les peaux, les tambours, qui peut poser plus de problèmes. Oui, donc effectivement, il y a. Et se pose la question derrière de la durée de vie. J'imagine que ces objets, on se dit dans 100 ans, où est-ce qu'on en sera? À la limite, on ne sait pas trop, parce que c'est quand même entre l'hygrométrie, la sécheresse, tout ça. Soit on les monte, soit on ne les monte pas. Hein, et si on les monte, il y a une prise de risque. Bon, ok. Merci. Pas d'autres commentaires là-dessus? Oui, pardon, je vous écoute. Et en fait, par rapport à cette idée d'adapter la colorimétrie des LED, donc au plan scientifique, etc., ça je peux le comprendre aisément, mais prenons l'exemple d'un musée. Qui va faire ces réglages? L'œil de l'utilisateur entre 20 ans, 50 ans, c'est pas le même œil, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être travailler sur l'intelligence artificielle qui, elle, sera capable d'avoir un œil moyen, calibré, et qui fera ces réglages. Parce que ces réglages faits en masterclass, ça je comprends très bien, mais passer de la masterclass au réel, entre guillemets, ça me semble un peu plus délicat. Et s'ajoute aussi le pouvoir du conservateur à tout ça. Et pour la Joconde, j'ai donné le joystick au conservateur. C'est qu'à l'époque, j'ai fait la lampe pour Toshiba, pour pas citer de sponsor. Et Toshiba avait dit, on va faire la lampe avec la lumière géniale, la meilleure pour la Joconde. Je dis, attendez, on va faire une Rolls-Royce qui va piloter la couleur pour que le conservateur puisse lui-même ajuster.
Hein. Je ne sais pas vous, Toshiba, ni moi, Marc Fontoinon, qui vais dire le spectre, c'est ça, point la ligne. On va donner la tablette et on va faire des exercices avec le conservateur pour ajuster. Donc là, c'est un rôle de pouvoir. Hein, je trouve que j'ai fait des choses pour le groupe LVMH. On m'a dit, il faut que ce soit M. Arnaud lui-même qui pilote l'éclairage pour le magasin. Hein, c'est bon. Je dis, bon, très bien, très bien. Je voulais faire un truc démocratique à plusieurs. Et bon, ça dépend du client, du partenaire. Voilà. Non, mais je prends note de la difficulté d'exercice et de qui participe, qui intervient. Et si effectivement on se dit, c'est pour les visiteurs, donc à ce moment-là, personnes âgées, etc. Il peut y avoir effectivement, on rentre dans quelque chose de relativement compliqué, mais je note. Merci. Peut-être passer la parole à Matthew Cobham de ERCO pour son intervention. Merci. Bon, en fait, toutes les questions-là sont parfaites pour les slides qui suivent. Voilà, en fait, je vais essayer de donner quelques exemples de projets. En fait, j'avais envie de commencer avec cette question, mais en fait, on a déjà, Marc a déjà un petit peu posé cette question. On peut, bien sûr, si vous avez des questions à la fin, voilà, n'hésitez pas à poser, comme Marc a bien dit. Voilà, l'idée, c'est une télé. J'avais envie, en fait, ça c'est le lien parfait avec toutes les questions. Ça c'est voilà, le résultat de recherches faites dans les années 80. Une recherche très connue, mais aussi répétée beaucoup de fois. C'est assez inquiétant, mais voilà, c'est la réalité, en fait, de quelqu'un, les personnes plus jeunes, les personnes plus âgées. Et ça explique exactement pas mal de choses que vous avez déjà dit, en fait. Le fait que, bon, nous avons un challenge, vrai challenge dans le musée, quelque chose qui nous intéresse tous. C'est comment on peut créer une expérience un bon musée, expérience muséale pour tout le monde, les personnes voilà, de 15 ans jusqu'à les personnes à 90 ans. C'est pas évident, parce que là, on voit très bien que pour quelqu'un 20-25 ans, la lumière de tous les spectres passe presque tous. Pour quelqu'un à 90 ans, le spectre bleu est très absorbé. Voilà, ça se voit. Bon, déjà, la quantité de lumière est absorbée et deuxièmement, les spectres, surtout les spectres bleus, sont absorbés. En fait, voilà, comment on peut, par exemple, éclairer le Joconde, comme Marc a bien dit, pour tout le monde. Tout le monde essaie de voir les œuvres comme ça. Et bon, on va essayer de donner quelques exemples. Voilà, ça c'est juste pour le suite, vraiment pour dire que voilà, bien sûr les musées sont pour tout le monde, les personnes peut-être plus âgées, les personnes plus jeunes. Ça, on est tous conscients de ça. Et aussi le fait que la restauration, bon, ça c'est votre monde. Voilà, même si la restauration est tout à fait possible, c'est jamais idéal. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'essayer de garder une œuvre en état. Et là, bon, encore, c'est votre monde, c'est notre monde. Les questions se posent pendant combien de temps voilà, on veut garder cette œuvre pendant combien de temps? Parce que toutes les œuvres, un jour, vont disparaître. Ben voilà, ça c'est une question philosophique et pratique qui est voilà, plus loin que cet atelier. Mais si on prend cet exemple, un des photos, peut-être vous connaissez cette photo qui était exposée dans le musée, le Dulwich Picture Gallery il y a 2 ans. C'était un des premières photos entre guillemets, blueprint qui était pris dans les années, pendant les 19e siècle, Anna Atkins. Et c'est exposé une fois chaque 5 ans. Le reste du temps, voilà, c'est dans les archives en Grande-Bretagne. C'est exposé quelques heures chaque 5 ans. C'était exposé notamment dans le Dulwich Picture Gallery il y a 2 ans, peut-être vous avez vu, avec un système de contrôle
qui est, en fait, parce que vous avez raison, que voilà, c'est difficile parfois de piloter, de mettre en place des systèmes de contrôle. Mais là, ils ont fait le choix, comme c'est tellement sensible, de vraiment donner la possibilité d'éclairer quand il y avait quelqu'un devant, et bien sûr, atteindre la lumière, quasiment atteindre la lumière quand il y avait personne. Bon, ça c'est une œuvre, on va dire, j'ai eu de la chance d'être impliqué dans l'exposé de cette œuvre dans le musée de Grande-Bretagne en 2001, de mémoire. Il y avait une exposition sur Cléopâtre à ce moment-là. Et bien sûr, voilà, quelque chose comme ça. Et tellement sensible, mais aussi tellement important pour ceux qui connaissent pas. En fait, apparemment, c'est le seul document avec le vrai signature de Cléopâtre. Et c'est le papyrus Make It Happen. En fait, c'est l'histoire les lois des impôts, voilà, sur le vin. Et voilà, elle a dit, voilà, il faut faire comme ça et make it happen. Voilà, signé Cléopâtre. Voilà. Et après ça, juste vraiment pour lire toutes les choses que Marc vient de dire, il y a cette question, qu'est-ce que c'est le bon lumière, en fait? Comment on claire? Voilà. Ici, nous avons une œuvre, sûrement vous connaissez, de Buford Delaney, l'artiste américain. Bon, qu'est-ce que c'est le bon lumière pour cette œuvre? Bon, est-ce que c'est ça? Bon, exactement comme Marc a dit, bon, c'est pas pour les recherches, c'est pas pour moi de dire, c'est votre travail si vous êtes conservateur, directeur du musée, par exemple, de décider ça. Mais c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Ou ça, voilà. Mais toutes les technologies, c'est ça le message, existent pour faciliter ce choix dans une façon simple, beaucoup plus simple qu'avant. Ça, c'est le message clé. Ça, c'est un costume. Je ne sais pas si vous connaissez le musée de culture à Barcelone, qui a été exposé il y a quelques années. Tellement sensible parce que, vous voyez, il y a du rouge. Ça veut dire que ça absorbe le spectre bleu, les ondes plus courtes. Sans aller dans les choses techniques, très techniques, bien sûr, les ondes courtes, la partie bleue du spectre et UV sont plus nocifs pour les œuvres. En fait, voilà, ça c'est également avec un système de contrôle, quand on approche cette costume, voilà, c'est clair pendant quelques secondes et ça attend plus tard. Mais ça pose une vraie question. Par exemple, si vous êtes en train de faire une exposition ici, par exemple, à Paris, sur les costumes mondiaux, comment on fait en fait? Ces costumes, ça arrive de Barcelone. Avec les contraintes, le musée de Barcelone vont dire que voilà, on peut éclairer peut-être par exemple 10 heures. Voilà. Mais ça, c'est comment on fait en fait pour une exposition, si on parle de l'expérience muséale, une exposition que vous voulez faire pendant 2 mois. C'est pas évident. Et voilà, c'est exactement ça Marc vient de dire tout cela. C'est vraiment un travail ensemble, comment on peut trouver un bon solution. Voilà. Bon, maintenant, voilà, je vais passer par quelques projets. Je vais juste regarder le temps. Je pense que, voilà, on est bon, on a 15 minutes, 15 minutes encore. Bon, cette question aussi, comment éclairer les œuvres, mais aussi comment on va intégrer toutes les technologies dans les endroits sensibles, comme ici à Rome. Je l'ai dit, c'est pas de rentrer dans le détail, mais bien sûr, c'est une question de ça. J'imagine par exemple, Marc et l'équipe qui travaille sur l'éclairage pour le Joconde, évidemment, c'était une grande question, comment on peut mettre en valeur cette tableau hyper célèbre, mais en même temps cacher toutes les parties, toutes les technologies, en fait. Un autre exemple, le Dulwich Picture Gallery à Londres. Il y a quelques années, il y avait une exposition sur Rembrandt. Et la question, c'était le suivant. Comment on peut mettre en valeur, comment on peut créer une vraie histoire avec cet artiste extraordinaire, comment on peut créer des entrées pour quelqu'un jeune de 10 ans, pour quelque chose, bon, pourquoi à 10 ans, pourquoi être intéressé par Rembrandt.
Et là, on a eu de la chance de travailler avec le Danish Picture Gallery pour utiliser les systèmes d'éclairage qui changent, pour raconter les histoires, pour vraiment utiliser la lumière, parler de lumière qui est passionné, qui est Rembrandt, qui était vraiment inspiré par ça. Comment on peut utiliser les technologies pour recréer un petit peu cette histoire. Et aussi dans la possibilité pour les conservateurs dans le musée, dans les galeries, de raconter des histoires et en fait créer vraiment engagement avec tous les visiteurs. Ensuite, voilà, je vais donner un autre exemple, un projet. Voilà, il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler prochement avec le musée de Matisse à Nice. Ils avaient un vrai challenge avec cette œuvre, le fleur et fruit. Sûrement, il y a certaines personnes dans la salle qui connaissent vraiment bien. Bon, c'est un des plus grandes œuvres de Matisse, un collage, un des très grands collages, très grand format, 5 mètres par 4 mètres à peu près. Il y avait même des insectes en train de manger, ils ont vraiment commencé de manger l'œuvre. C'était très compliqué de la protection. Aussi, on a travaillé très prochement avec le fabricant de showcase, Mavart. Voilà, ils sont ici. Vous pouvez visiter Mavart ici. Pour à la fois protéger l'œuvre, mais aussi mettre en valeur. Ça veut dire bien situer les points lumineux pour il n'y a aucune réflexion. Bien sûr, il y avait de très bonne qualité de verre qui était en place, qui a bien sûr aidé ça. Mais en même temps, raconter des histoires, comme on voit ici avec ce groupe scolaire. Bon, malheureusement, je n'ai pas un film, mais si ça vous intéresse plus tard, je peux vous montrer en fait un petit film qui montre comment en fait le lumière, comment ça change en fait pour recréer un petit peu l'histoire de cette œuvre. Quelque chose plus récent, le Munch Museum à Oslo. Marc tout à l'heure, il a parlé beaucoup de comment on fait le bon choix de spectre pour les œuvres. Et ici, à Oslo, il y avait une discussion très intéressante. Également, avec les copies de quelques œuvres de Munch, on a fait des tests. Il y avait un choix, en fait, au départ, le concept de lumière zinc dit, voilà, il faut un rendement de couleur très haut. On veut une température de couleur 3000. Ok, très bien. On a dit pas de souci. Et on a dit que voilà, pourquoi pas faire un test à l'aveugle avec la même copie de l'œuvre avec un ERC très haut, 97, et aussi un ERC un petit peu plus bas, 92. Et voilà, il y avait 10 personnes pendant cet essai. Voilà, tout le monde pensait, bon, voilà, même nous, on a pensé peut-être qu'ils vont choisir le ERC 97, mais en fait, au final, ils ont choisi le 92 parce que c'était plus pertinent pour les œuvres. C'était plus leur choix et plus pertinent pour les œuvres dans ce musée. Et ça, en fait, juste pour répéter aussi les choses que Marc a dit tout cela, c'est très important de faire des essais. Vraiment travailler en équipe, le service maintenance, les conservateurs, le directeur du musée, les fournisseurs, les chercheurs, etc. Vraiment faire un travail ensemble pour faire le bon choix. Parce qu'il y a toutes les technologies qui existent et c'est tellement compliqué de regarder sur la boîte d'un appareil d'éclairage, par exemple. Vraiment, c'est très compliqué de dire, bon, même de faire une comparaison entre tous les matériaux qui existent. Il faut vraiment regarder. Bon, voilà, ça c'est quasiment le dernier slide, juste
pour revenir au départ, voilà, un garçon de 10 ans qui est en train d'apprécier un des plus grands œuvres qui existent, parce qu'ils ont réussi à créer une expérience muséale, très visuelle, passionnante avec cette œuvre. Voilà, ça c'est le dernier slide de ma part. J'ai choisi quand même un artiste britannique pour terminer, parce qu'en fait, voilà, nous, entre guillemets, on n'a rien inventé. C'est tous des grands artistes, voilà, il y a quelques centaines d'années, voilà, ils ont déjà tout pensé, je pense, tous les génies qui existent. Juste vraiment pour dire que le lumière, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même invisible aussi, sauf s'il y a une réflexion sur une surface, ou si on voit si on voit le source lumineuse directe. Et c'est ça, en fait, qui me passionne. Je sais, c'est la même chose pour Marc, qui me passionne chaque jour, sans exagérer. Le fait qu'on travaille avec une matière, entre guillemets, qui en fait, voilà, même on connaît beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est nécessaire de vraiment travailler ensemble pour explorer quelles sont les possibilités. Voilà. Je termine avec ça. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des observations ou voilà. Est-ce que quelqu'un avec plusieurs personnes, j'espère, avec des questions? Oui, des observations. Le sujet qu'on a aujourd'hui, l'hypothèse de travail, c'est de dire est-ce que on peut imaginer qu'on adapte un peu plus la lumière aux œuvres par rapport à la tradition qui est de prendre un matériel d'éclairage, une température de couleur, et c'est fini. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté majeure? On n'est pas en train de dire qu'il faut adapter tous les éclairages à toutes les œuvres, mais peut-être que certaines œuvres majeures dans un musée méritent peut-être une attention particulière, parce que les gens sont venus aussi pour les voir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît compliqué à organiser? Ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est le travail collectif, les essais. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler en équipe pour regarder les potentialités d'éclairage. Est-ce que vous avez peut-être des remarques, oui, là-dessus? Non, c'était juste pour ajouter quelque chose. Bon, je vais me présenter, je suis tout jeune historien public, stagiaire en ingénierie culturelle. Justement, vous avez dit que la lumière peut mettre en valeur donc des œuvres que les gens viennent voir, mais est-ce que ça peut pas aussi l'inverse? La lumière peut mettre en valeur des œuvres un peu méconnues, qui seraient mises un peu de côté dans la muséographie, même dans la scénographie, pardon, et donc faire l'inverse, parce que tout le monde va aller voir le cri de Munch, tout le monde va le voir. Oui. Et est-ce que justement, ce serait pas une scénographie différente pour donner accessible? Voilà, en fait, oui, et si je comprends très bien la question, oui, effectivement, là, pendant la présentation, on a parlé des œuvres très connues, mais c'est exactement la même chose pour les œuvres beaucoup moins connues, pour attirer l'entrée. On n'a pas du tout parlé de ça, mais par exemple, j'ai la chance de travailler avec pas mal de musées où, voilà, ils ont exactement ce problème. Tout le monde, voilà, il y a un artiste, superstar artiste sur place, on va dire. Mais en fait, il y a des choses au fond du couloir qui sont super intéressantes. Et pourquoi pas, on a exactement cette discussion actuellement. Pourquoi vraiment utiliser le lumière pour attirer les visiteurs ailleurs? Et aussi pour protéger les œuvres. Les pas mal de cas, vous êtes au courant de ça. Vraiment, quand il y a les tournesols de Van Gogh, par exemple, sont exposés. Voilà, il y a un groupe de centaines de personnes autour. C'est même dangereux pour l'œuvre. Et on peut utiliser le lumière pour améliorer le routing dans un espace. Ouais. Bonjour, donc moi je suis Nathalie Maya, je travaille chez ERCO avec Mathieu. Et pour compléter la réponse de votre question, justement le musée Matisse qu'on a vu avec cette très grande fresque, il faut savoir qu'elle est à l'entrée du musée et qu'elle n'était absolument pas vue par le public et les visiteurs. Donc ils passaient vraiment devant sans s'arrêter. Donc en fait, le fait
déjà l'avoir protégé, puis d'avoir fait avec effectivement une gestion d'éclairage pour que la lumière vienne mettre en valeur un fruit ou une fleur avec une synchronisation, etc., fait que le public s'arrête et découvre cette œuvre. Ce qui n'était absolument pas le cas avant, ce qui était dommage. Donc voilà. Donc ça a été l'idée, a été de refaire découvrir cette œuvre majeure de Matisse et de la protéger. Oui, et dans ce lieu même, l'année dernière, au CITEM, on a eu une réunion sur l'expérience muséale et on a eu des exemples de très grands formats éclairés de manière dynamique, hein, avec des déplacements de lumière sur le format pour mieux comprendre le tableau et aider les guides à les présenter. Donc c'est aussi une possibilité de dynamiser un petit peu la perception d'une œuvre, hein, lorsqu'elle est de grand format. Oui. Alors là, vous parlez effectivement de faire des tests. Par contre, je suppose que ce n'est pas les œuvres qui viennent à vous, c'est vous qui venez aux œuvres. Donc, Oui, qu'est-ce que ça implique en fait techniquement ce genre de test pour essayer? Moi, mon métier, ça fait 20 ans que je fais des tests que dans différents pays, hein, sur des parcs de la muséographie. Il faut un panel. D'abord, le plus important, c'est définir le panel, c'est-à-dire qui va participer au test, hein. Donc, c'est à vous de vous entourer des personnes qui vont bien, de façon à ce que ensuite le résultat des tests soit partagé, validé. Et parce que le danger, ce serait que vous soyez tout seul à dire j'ai trouvé le spec qu'il faut, et ensuite c'est à vous de faire le travail de communiquer. Donc ça, c'est impossible. Donc le panel, l'objet qu'il mérite, et ensuite les partenaires qui ont la capacité de vous fournir, de faire ces tests avec vous. Donc il y en a un certain nombre et on peut en discuter ensemble. Il en existe, il y en a ici, il y en a d'autres aussi. Et il faut aussi la méthode. C'est-à-dire comment on s'y prend. Parce que quand vous vous retrouvez à gérer ces couleurs, on se perd vite. Donc il faut que l'industriel ou le partenaire définisse le protocole. On va commencer par ça. Par exemple, on démarre avec un 2700 Kelvin ou un 3000 Kelvin, tel type halogène. Bien, on va voir un autre. Et puis, on se promène. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas dupliquer les œuvres. L'idéal, ce serait d'avoir les deux œuvres l'une à côté de l'autre et puis les comparer. Ça, ce serait le top. Mais en général, on ne peut pas, à moins que vous ayez une collection avec des œuvres d'une même série, et on peut les comparer. Parce que la comparaison simultanée est très, très efficace. La comparaison dans le temps, c'est plus dur. Ou alors, il faut faire A, B rapidement, et on voit, ah oui, là, il y a quelque chose qui se passe, là, il y a une mise en lumière. Donc, il faut préparer le test, le panel, l'objet, le test, et puis ça va prendre, on va passer 1 heure ou 2, quoi. On ne va pas passer une journée, hein. Okay. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur le panel, parce que si on revient sur mon premier slide, on passe des personnes, si on pense à des personnes avec voilà, des groupes d'âge différents, il faut, à mon avis, c'est pas mal d'impliquer les personnes plus jeunes aussi. Si on veut attirer les personnes plus jeunes, et aussi, pourquoi pas, pas pourquoi pas, mais je pense que c'est même essentiel d'impliquer les malvoyants, par exemple. Il y a 2 ans, j'étais ici avec d'autres personnes pour parler exactement de ce sujet. Il y a beaucoup plus en plus de malvoyants qui sont très intéressés de visiter vos musées. Je parle le pourcentage en tête, mais voilà, c'est un groupe qui augmente. Vraiment impliquer le maximum typologie, on va dire, de visiteurs. Voilà. Parce que souvent, c'est, entre guillemets, les experts, et parfois, entre guillemets, les experts sont parfois plus âgés, par exemple. D'autres remarques, suggestions? J'espère qu'on n'est pas hors sujet quand même de vos préoccupations, qu'on est quand même quelque part, on a un territoire commun d'intérêt. Mais je vois qu'il y a quand même des potentialités. Je sais que quand je parle avec les directeurs de musées, il y a un besoin quand même d'attirer les gens dans les musées, de créer quand même quelque chose de... Ben, vous êtes dedans dans le problème de
l'animation de l'événement. Donc la lumière est un moyen relativement peu coûteux de dynamiser quelque chose, de créer un événement, créer de l'intérêt sur quelque chose. Vous l'avez dit vous-même, peut-être des tableaux un peu oubliés. On peut tout d'un coup les... Oui, je vais vous passer le micro. Oui, merci beaucoup. Moi, je prépare le concours de conservateur et je m'intéresse un peu à la question du dessin. Et en fait, ce serait pour savoir si, alors c'est peut-être quelque chose qui est déjà bien acté, vous me direz. Est-ce que maintenant, avec les moyens qu'on a, on peut se permettre de éventuellement envisager d'allonger un peu les temps d'exposition de dessin quand ils sont dans des expositions mêlées à d'autres médiums, mais éventuellement dépasser un peu le 3 mois réglementaire. Voilà. Très bonne question, mais en fait, on a touché ce sujet. En principe, oui. En fait, c'est l'idée. Si on revient sur le costume que j'ai exposé, voilà, vraiment, voilà, avec des choses comme ça, il y a des recommandations, mais c'est que des recommandations. Voilà, c'est aussi des recommandations qui étaient faites par un groupe voilà, les recherches, c'est basé sur les recherches qui étaient faites dans les années 90 par souvent un groupe d'experts masculins déjà, les personnes avec plus de 50 ans, voilà. Et on base toutes les recommandations sont basées sur ça. Mais quand même, ça donne une base de Lux Hours, par exemple, ça donne une idée. Et effectivement, il y a cette possibilité d'exposer quelque chose plus longtemps s'il y a un système de contrôle. Oui, en principe. Un système de contrôle et peut-être le spectre. Voilà. Avec le LED, aujourd'hui, on a des spectres qu'on peut arriver à neutraliser dans le ultraviolet bleu, totalement neutralisé dans l'infrarouge, par exemple, pour avoir quelque chose qui permet, je comprends bien, d'étendre un peu, c'est-à-dire que les luxeurs, dans les années 90, c'était fait avant les LED. Voilà. Donc, c'était fait beaucoup de l'halogène, j'imagine, même si vous n'avez pas besoin de lui. Ou de choisir le spectre personnel. Par exemple, parce que et là, si on choisit cette œuvre ici, on veut, bien sûr, il y a beaucoup de couleurs rouges, voilà, un petit peu bleu, etc. Pourquoi pas utiliser un système qui avec les couleurs nécessaires pour cette œuvre, et comme ça, on peut réduire beaucoup le niveau d'éclairement. Voilà, et peut-être exposer plus longtemps. Bon, c'est pas un aquarelle, mais bon, imaginons cette œuvre, c'est un aquarelle de Turner, c'est quelque chose vraiment sensible, mais il y a cette possibilité aujourd'hui, voilà, de vraiment choisir le spectre nécessaire pour l'œuvre. Merci beaucoup. Nous devons, je pense, vous libérer puisque nous n'avions que 45 minutes. En tout cas, nous vous remercions tous pour votre assistance. N'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter plus loin. Si vous avez des idées au niveau individuel, on est là pour ça. On ne sera pas longtemps sur le système aujourd'hui, mais on a aussi des possibilités de masterclass que je vous ai mentionné. On va monter des masterclass intermédiaires entre deux systèmes, probablement à Lyon et peut-être aussi à Paris, et peut-être aussi chez vous. On peut les organiser dans vos musées, si vous voulez. On peut faire des séances beaucoup plus ouvertes en invitant d'autres conservateurs, d'autres professionnels dans vos musées, sur vos œuvres, pour qu'on vienne faire ces expériences. Donc, c'est complètement ouvert. N'hésitez pas à suggérer ceci. Merci. Merci bien pour donner bon salon. Au revoir.